Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast hebdomadaire de la cellule. Aujourd'hui nous sommes avec Fabien. Et j'avais envie de faire une intro comme ça. Voilà, ça pourquoi pas, hein. Pourquoi pas, hein. La cellule s'adresse au marché des auditeurs, auditrices. Des 2-3 ans. On vous exploite, on vous spolie. Non, pitié, on va recommencer là. Allez, fais une intro normale. Ok. Allez, jingle. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast hebdomadaire de la cellule avec aujourd'hui Fabien Hilfeld. Bonjour. Salut. Nous sommes également avec Vivien Féasson. Vivien Féasson, ça va? Oui, il est tôt. Il est tôt. Et justement, il est tôt. Et Valentin Pour tester. Valentin viendra nous rejoindre après? Ouais, il roupille encore, le pauvre. D'accord, ok. Et aujourd'hui, nous sommes ensemble pour tester un jeu qui s'appelle... La clé du nuage ou l'envol des oiseaux de pierre. D'accord. Un Il jeu a de rôle. deux titres, le jeu, quoi. Non, ça s'appelle La clé du nuage ou l'envol des oiseaux de pierre. D'accord. Pierre le prénom ou... Un Pierre, jeu de c'est rôle- son prénom Un ou- jeu de rôle symboliste pour deux, donc par KF Félix des courants alternatifs Félix. qui m'a fait il m'a fait la démonstration, on y a joué ensemble et ensuite il m'a envoyé donc la version de travail .04 appelée version ineffable et on va y jouer avec Vivien. Voilà. Parce qu'en fait, c'est un jeu pour deux personnes. Exactement. Et par contre, Valentin, lui, a eu déjà l'occasion de jouer à ce jeu, de participer. Et il connaît éventuellement mieux sur- aussi les présupposés théoriques du jeu de rôle en performance, donc liés à l'article de Génie et de Félix, justement, Enfin, les deux articles. Et donc, il viendra nous aider à débriefer, discuter de la partie après. Ce qui sera aussi l'occasion de parler justement de cette Voilà. pratique du jeu en performance. Exactement. Alors, la clé du nuage ou l'envol des oiseaux de pierre, moi, il m'intéresse aussi parce que c'est un jeu qui a l'ambition de dépasser Sphinx. Alors, c'est pas marqué dans cette version et je le regrette, mais dans une autre version, il disait ouais. Faut lui péter la gueule à Non, Sphinx. il le disait pas comme ça, mais il disait le jeu est mal foutu, moi ça me plaît pas, mais il y a une idée fondamentale de l'exploration des ruines qui me plaît bien et donc que je veux à nouveau explorer. D'accord, ouais. La clé des nuages est aussi un Pico Games au départ. D'accord. C'est quoi un Pico Games, rapidement? Tu peux nous expliquer? C'est C'est un jeu en quelques lignes. Un jeu en Ouais. quelques lignes, voilà, c'est ça. Qui est une pratique qui se fait beaucoup sur Il y a- les en courants fait, alternatifs en ce moment. Je crois que, alors si mes souvenirs sont bons, il y a une histoire de Nano Games qui a été, Ah, ce sont les jeux en une page, Voilà, si on veut, et donc les Pico Games, ce seraient des jeux encore plus minimalistes que les minimalistes, C'est c'est-à-dire ça, encore plus, en quelques lignes, quelques commentaire- aphorismes, on un pourrait commentaire de la cellule, voilà, c'est ça. Ah, Tu peux, ok. tu peux déposer ton Pico Games. dire. Tu peux déposer dans Pico Games. Très bien. Alors, est-ce que tu pourrais nous parler? Alors, dans la clé des nuages ou l'envol La des clé oiseaux de des pierre, on va sans doute jouer deux parties. La première devant durer moins de 45 minutes, si possible. Ça, c'est ce qu'il conseille pour démarrer. Attends. Donc, le jeu a deux titres et en plus, on fait deux parties pour faire une partie du jeu. Alors, pour découvrir le jeu, la première fois, il recommande de jouer deux parties. C'est génial, ça. J'adore ce Sans trip. doute pour inverser les rôles. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'avais découvert. aussi. J'adore ce trip. Donc, il y a une personne qui est image et l'autre qui est mage. Mage joue un sorcier, un mage qui explore des ruines D'accord, ouais. et alors qui a une quête. Et cette quête, il est le seul à la connaître. C'est-à-dire qu'il ne le donne pas à image. D'accord. Donc je donne des exemples de quêtes qui sont données dans les règles. Ramener un proche à la vie, trouver le dernier dragon, accomplir son deuil, devenir libre, trouver Dieu, recouvrer la mémoire, acquérir un grand pouvoir. Moi j'avais joué une fois, c'était... Ok, c'est pas un objectif, genre trouver les pattes au fond du placard, couloir. non. Ouais, c'est ça. Moi c'est j'avais un joué objectif, un objectif, c'était devenir immortel. Voilà, d'accord. C'est un objectif à long terme et plutôt Badass. badass. Et donc il y a deux objets. Le mage possède deux objets supplémentaires qui sont l'artefact et le talisman. Alors si je me souviens bien, l'artefact c'est la source de sa magie. Et le talisman, c'est lié à sa quête. C'est-à-dire, c'est ce qui lui rappelle qu'il doit avoir sa quête. Moi, quand j'avais joué, pour vous donner une idée, mon artefact, mon talisman, c'était une mèche de cheveux dans un médaillon d'une personne qui était morte, pour me souvenir que nous allions tous mourir. Et l'artefact, c'était une tête coupée qui continuait à parler et puis qui était bourrée de magie et que j'utilisais pour lancer mes sorts. Ah, c'est génial.
Et donc, ce personnage-là arrive dans des ruines. Et alors, la boucle d'interaction de base, c'est Image demande à Mage qu'est-ce que tu t'attends à trouver dans genre, la prochaine pièce, le prochain. Toi, qu'est-ce que tu t'attends à trouver? Et ensuite, donc Mage répond. Et ensuite, Image décrit le lieu à partir de ça. Et en introduisant en plus ce qu'on appelle des clés, qui sont des symboles, puisque Félix est très intéressé par la notion de symbole, qui effectivement était aussi une idée qui était un peu derrière Sphinx. Et petit à petit, donc, il choisit 2 clés au départ, et au final, il y en aura 3. Et petit à petit, donc, on fait des allers-retours, et Image amène des énigmes pour lesquelles il n'y a pas de solution évidente. Enfin, si je joue Image, j'ai pas besoin de penser à des Oui, à des résolutions. À des résolutions. Ouais. Et Mage raconte comment. De façon à se laisser la liberté de décrire n'importe quelle solution possible. Exactement. Et Mage raconte comment il décrit il avance, quoi. Donc tu te retrouves devant une porte fermée, tu te retrouves devant un texte cryptique, tu te retrouves devant un golem de fer. Enfin, tu peux imaginer tout ce que tu veux, quoi. Et puis Mage raconte comment il surmonte et donc il avance petit à petit. Et au bout d'un moment, Mage annonce que c'est sa dernière. Il est arrivé au bout de sa quête. Une idée qui est très forte dans le jeu en performance, c'est la résistance est mon exigence. C'est-à-dire que contrairement à une approche plus jeu de rôle, système d'osmateur, façon Frédéric Synthèse, dans lequel il y a cette idée de résistance asymétrique, c'est-à-dire qu'on essaie il y a un certain rapport de force entre guillemets qui se pose. Là, c'est simplement la personne qui joue qui se pose. C'est propre. La résistance est dans les. Est proportionnelle à plus tu as envie de faire quelque chose de beau, plus tu te laisses le temps de faire quelque chose de beau. On se fixe soi-même ses propres limites et ses propres. Voilà, c'est ça. Ses propres exigences. Donc ça remet, c'est évidemment une remise en cause assez profonde du principe de Shege, de pas mal de perspectives de The Forge. Oh, c'est cool. Voilà, et donc à la fin on a un petit questionnaire avec des questions à répondre du genre Mage, quelle était ta quête? Image, qu'est-ce que tu avais compris de la quête? Quel sens les clés revêtent-elles pour vous? Voilà. Donc on discute de la partie. Excellent. Vivien, alors ça te motive de jouer à ça? Ouais, écoute, on va voir. Hein. Ouais. Et tu abordes le jeu comment? En mode ça va être génial. Moi je sais que on m'en a t'as pas mal déjà joué parlé. Ou pas? Non, j'ai jamais joué, mais on en a beaucoup parlé. Et c'est vrai que ça fait assez envie la façon dont les gens en parlent. D'accord. Ouais. Maintenant, a priori, c'est pas forcément foncièrement mon type de jeu. Je pense. L'idée de se fixer soi-même des limites, tout ça. Je pense que le jeu en performance, c'est aux antipodes un peu de ta pratique. Ouais, en tout cas de mes affinités, mais et de ma pratique, oui, mais voilà. De ce que je pourrais atteindre, on va dire, je suis pas sûr que ce serait vraiment. Mais on va voir. Écoute, ce que ça donne. C'est bien aussi ça de faire jouer quelqu'un qui est pas forcément. Tu vois, on essaie on essaie toutes les pratiques dans la mesure où on arrive à les comprendre, quoi. Ouais. Très bien. Et c'est parti. Vous jouez, puis Valentin du coup viendra avec nous. On invoquera un Valentin après ça. Ça marche. Allez, allons voir ce Pierre. Alors, fin de la partie de. Alors, la clé des nuages ou l'envol des oiseaux de pierre. Non, mais j'aime bien donner les titres en entier, surtout quand ils sont longs comme ça. Je trouve qu'il y a un côté fluide. Valentin T nous a rejoint. Valentin, ça va la pêche? Super. Dans une superbe chemise violette, les auditeurs et auditrices manquent ça. C'est qu'il y a une chemise hawaïenne. C'est bien dommage. D'ailleurs, le titre, me semble-t-il. Valentin, tu m'avais dit que ça correspond aux 2 premières parties que Félix avait jouées, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Les 2 premières parties, leur titre, c'est La clé des nuages. Et la deuxième, L'envol des oiseaux de pierre. Fallait donner un titre. On l'a pas fait, Ah oui, vous avez pas donné. Faut donner un titre? Non, alors, il me semble pas. Il faut voir que là, j'ai été extrêmement surpris que vous soyez déjà revenu. Vous avez joué uniquement 52 minutes
C'est très très court. Une véritable performance, pardon. Alors là, le nombre de jeux de mots qu'on va pouvoir tirer là-dessus. Ouais, non, mais c'est vrai que. Peut-être falloir éviter parce que ça va être confusant après. Tu nous parleras un petit peu du jeu en performance, Valentin, ou finalement Oui, rapidement, pour essayer de voir quel rapport il y a avec la clé des nuages en particulier, je pense. Est-ce que tu veux pas lui consacrer à cet article et ce mode de jeu, cette façon de jouer au jeu de rôle, à un podcast entier? C'était ma question. Oui, je pense qu'on aura un gros podcast bien dense. Bien velu. Pour parler de cette notion-là. On a énormément de choses à dire, donc à mon avis, vaut mieux. On va l'aborder dans le cadre du jeu, mais on en fera un podcast à part entière peut-être une autre fois. Très bien. Fabien, Vivien, votre ressenti sur ce jeu qui veut se lancer. Déjà, qu'est-ce que vous avez fait? Quelle était la fiction? Qui a fait le mage et l'image? Alors, on a alterné. J'ai commencé par être l'image et Vivien le mage, et ensuite l'autre sens. D'accord, ouais. La première partie a été vraiment très rapide. Ah ouais. Je pense de l'ordre de 20 minutes, discussion comprise. Oui, Ce qui explique pourquoi. J'ai fait une chez-git. J'ai fait une chez-git. On m'a dit l'obstacle c'est celui que tu te fixes et résultat en 20 minutes j'ai tout réussi et ça c'est... Ah oui, d'accord. C'était beau quand même, cela dit. C'était mignon, mais c'était pas très satisfaisant, soyons honnêtes. Fabien m'a mis 2 obstacles. En gros, je jouais un mage qui avait du pouvoir sur les vents et dont la quête était de rejoindre les vents et qui rejoignait une tour immense. D'accord, ouais. Donc Fabien avait ajouté des arbres dans la tour. Il avait imaginé une tour gigantesque, y compris en largeur, quoi, une tour de Babel. Avec une ombre très très projetée, très grande. Et la pierre de la tour, c'était la même pierre magique que celle de ton pendentif. Voilà, c'est ça. Et au final, l'obstacle, on va dire principal, puisque ça a été court, donc il y a eu véritablement un seul obstacle, c'était que le fait que l'escalier lui-même était fait de marches tellement grandes que c'était des salles en elles-mêmes, quoi, et potentiellement mon mage pouvait y passer toute sa vie. Ouais. Sauf que du coup, comme c'était un mage de l'air, puisque son but c'était il a invoqué les vents, il s'est élevé sur la plateforme, et ensuite il a fait plus qu'un avec les vents, quoi, en gros. Et fin. Ouais, ok. Il y a quelques belles images quand même. Oui. Vraiment, l'arrivée, la plateforme à la fin était plongée dans une obscurité infinie, il y avait des arbres tout rabougris autour. Ces espèces de gigantesques marches, étages, quoi, où dans chaque marche, tu aurais pu passer ta vie. Les jeux de symboles ont assez bien fonctionné quand même. C'est-à-dire, ok. Ça, c'est quelque chose dont je pense j'aimerais qu'on discute, l'usage des symboles. Donc, mais on va aller jusqu'au bout des fictions. Partie moyennement satisfaisante pour Vivien, cette première partie. On va peut-être d'abord débriefer cette première partie. Fabien, ça vaut la peine qu'on débriefe les deux. Les deux, ouais, je pense que très bien. D'autant qu'on a déjà fait nous-mêmes un débrief, Vivien et moi, parce que parmi le jeu le demande. Parce que le jeu le demande en fait. À la fin, il y a une série de questions, de 7 questions, qui nous demandent voilà, qu'est-ce que vous en pensez, que ressentez-vous, est-ce que vous avez compris est-ce que les symboles étaient puissants, pas puissants, enfin compris, pas compris. Est-ce que mage et image c'était difficile à jouer et tout. Voilà. Deuxième partie. La deuxième partie, moi je jouais un mage qui voulait cartographier la totalité de l'univers, du temps, et faire la carte absolue, quoi. C'est-à-dire tu me demandes n'importe quel objet, je peux te le retrouver partout. J'avais mon artefact, c'est que j'avais un tatouage sur le front, d'un œil ouvert, exactement inspiré exactement d'un des exemples du jeu. D'accord, ouais, ok. Et j'avais et mon talisman, c'était des encres que j'avais autour de la ceinture, des encres magiques, et puis un grand vélin roulé dans le dos façon manga, tu sais. Comme dans Naruto où ils ont des parchemins. Pour créer cette carte absolue. Et donc j'arrive dans une vallée avec une bibliothèque à ciel ouvert. Vivien avait choisi la sang et la rouille comme exemple. Sang et la rouille. Le sang et la rouille. Pas comme exemple, comme clé, pardon. Comme symbole. Comme symbole principaux. D'accord. Plus l'œil, que j'ai repris donc de mon personnage. Parce qu'il y a toujours 3 clés, dont une qui est inspirée de l'artefact du personnage. D'accord.
On arrive, le premier obstacle était vraiment chouette et on y a passé 3 allers-retours, parce que donc il y a cette itération de qu'est-ce que tu t'attends à trouver là, tu trouves ça, je dépasse l'énigme comme ça. Voilà. Qui était une grande falaise, couleur rouille. Bah oui, sans surprise. L'argile, tout ça. Et donc je trouve un escalier souterrain. Finalement, l'escalier souterrain, il est obscur, il y a du sang qui l'inonde. J'entre dans le sang en priant, en touchant ton œil, en me rappelant que... Qui est donc ton artefact, c'est bien voilà. ça. La douleur est une illusion, tout ça, et donc j'entre dans le sang sans m'y noyer, sans me mettre ralenti. Et j'arrive finalement dans une salle en bas qui était destinée aux voyageurs, à accueillir les bêtes et tout, mais qui est fermée par une porte qui donne directement sur la vallée. Mais la porte elle-même... Tout ça, c'est toi qui le décris, Vivien, on est d'accord ? En fait, c'est toujours dans un aller-retour. C'est-à-dire, je dis à Vivien, je m'attends à trouver en bas... Oui, d'accord. Mais au terme, c'est quand même Vivien qui a l'autorité si pour décrire. Si on veut vraiment donner un exemple concret, j'essaie de me souvenir comment ça s'est formulé. C'était donc Fabien a décrété qu'il y avait une trappe dans la falaise. Il l'a ouverte. Il m'a dit, je m'attends à trouver à l'intérieur de l'obscurité. Je lui ai dit, effectivement, il y a de l'obscurité, et tu commences à descendre dedans, et là, tu sens un liquide. C'est là, d'ailleurs, où on a eu un petit questionnement, dans le sens où qui a l'autorité sur le personnage, entre guillemets, pendant son tour. C'est-à-dire que pour pouvoir dire à Fabien, tu es en train de rentrer dans du sang, il fallait que je lui dise, ton personnage rentre dans le sang, et soit trébuche et boit un peu la tasse, soit goûte de lui-même. Et là, je me suis demandé, est-ce qu'on fait quoi ? Est-ce que tu es en train de jouer son personnage ? Voilà, est-ce que j'ai le droit de m'emparer de ton personnage juste pour ce petit élément de détail ? Ou alors... Voilà. Donc on a décidé que finalement, j'avais le droit de décréter comme ça. Donc je l'ai fait vaguement trébucher, lui dire, bon, il y a un peu de liquide. Et là, ensuite, Fabien m'a décrit, comme il a dit... qu'il a touché son front, voilà, et ensuite il a enchaîné sur le je m'attends maintenant à trouver une salle, etc. D'accord. Et ainsi de suite, aller-retour permanent. Et donc finalement j'arrive à ouvrir la porte dévorée de rouille de la salle, j'arrive dans la lumière et dans la vallée en bas. Je trouve ces espèces de casiers qui sont très grands, mais j'arrive pas à trouver d'index pour retrouver ce que je veux. Je fouille dans la mémoire génétique d'un singe d'un singe sur place pour comprendre comment la bibliothèque est foutue. D'accord, ouais. Je trouve le rayonnage, et le dernier obstacle, c'était que donc je retrouve le rayonnage qui m'intéresse, rempli de cartes, et que en fait Vivien dit ben voilà, en fait ces cartes, l'obstacle c'est qu'elles sont en 2 dimensions, mais aussi en 3, 4, 5 dimensions. Ce qui échappe complètement à ta compréhension. Voilà. Et à tes organes. Ouais. Voilà, exactement. Sensoriel. Et en fait, le dernier dépassement, et en fait, après ce dépassement, on s'est dit, en fait, assez naturellement, je me suis dit, bon, bah, ma quête est finie, quoi. Enfin, je vois plus ce qui peut m'arrêter. C'est que sur les côtés, il y avait un immense dessin, et que qui correspondait au dessin que j'avais de mon tatouage. Donc, je me suis complètement rasé le crâne, et puis j'ai complété, jusque sur mes épaules, le tatouage. À l'aide du dessin qui était... Enfin, mon tatouage. Prison Break. Version onirique. Version onirique. Il faut s'extraire du monde. Et il a la clé tatouée sur son corps. Non, mais c'est vrai que ça ressemble à une partie de Sphinx dans la fiction, là, quand même. Quand tu présentes comme ça, c'est vrai que ça a la gueule d'une partie de Sphinx. Franchement, c'est clair et net. Du point de vue du contenu fictionnel, en tout cas. Ouais. Voilà. Donc, sauf que dans Sphinx, c'est un groupe de gens. Et dans Sphinx, la ruine préexiste en quelque sorte au personnage, alors que là, elle émerge de 2 interactions. De la co-construction, exact. Bien sûr, mais du point de vue du contenu fictionnel, j'entendais Vivien. Oui, bien sûr. Oui, de l'extérieur, en tout cas, une fois qu'on regarde de loin. Tu me racontes ton contenu fictionnel, je me dis, tiens, t'as fait une partie Sphinx. Puis non, tu me dis, ah bah non, c'était la clé des nuages. Oui. Alors, je sais pas comment tu vas aborder la suite, Vivien. Moi, j'ai déjà quelques conseils ou quelques réflexions que je me fais, tu vois, simplement après avoir utilisé le jeu. Avant même ça, j'aimerais qu'on donne la parole à Valentin. Je t'explique pourquoi. Yes. Dans les podcasts, quand il y a Valentin, si tu lui donnes pas la parole un petit peu avant, il finit par parler pendant le podcast jusqu'à la fin tout seul. Un peu comme moi dans certains podcasts. En cela, on se ressemble. Donc je pense que d'abord, j'aimerais poser une petite question à Valentin. Est-ce que tu trouves, alors, au regard de la fiction, de ce que déjà Vivien et Fabien racontent, que c'est une partie typique de la clé des nuages ? En fait, au regard de la fiction, je ne peux pas le dire.
J'en ai absolument aucune idée. Je me doutais que tu allais répondre ça. Et particulièrement pour la clé des nuages. Parce que c'est vraiment un jeu dans lequel la fiction est... Par exemple, ça peut être... je suis allé dans un château... J'ai trouvé un livre. J'ai trouvé un livre. Point. Voilà, non, même pas. J'ai trouvé un livre. Je suis descendu à la cave. Là, il y avait une pierre. J'ai touché la pierre. Par exemple, ça, c'est une partie que j'ai faite. Vrai, c'est du vécu. C'est du vécu. Et donc, tu vois, c'est assez peu informatif, quoi. D'accord, ok, très bien. Donc, c'est dans la procédure, en fait. Le Maelstrom. Le Maelstrom que le jeu... Oui. Très bien. Donc du coup, je passerai la parole à Valentin plus tard. Fabien, je t'en prie, reprends ton... Moi, ça correspondait à peu près à ce que j'avais vécu avec Félix. D'accord. Et déjà quelques remarques, tu disais. Alors ouais, j'avais déjà quelques réflexions que je m'étais faites en jouant. À un moment, on a eu cette phrase avec Vivien qui est « savourer son obstacle concret ». Savourer, donc c'est presque un conseil que j'aurais envie de donner. Savourer son obstacle concret, c'est que... Vivien disait à un moment, plus on est fatigué, plus on invente des obstacles complexes. Ouais. Tarabiscoté, bizarroïde. Plus on avance, plus on est fatigué. Plus on avance, plus on atteint généralement un objectif qui est quand même souvent assez... Enfin, peut-être pas barré, mais on va dire un peu, devenir immortel, faire qu'un avec les vents, avoir la carte ultime. Donc on va vers une espèce de truc de plus en plus abstrait, métaphysique, ou ce que tu veux. Et t'es de plus en plus crevé, t'as de plus en plus de mal à inventer des trucs cool et à la hauteur du truc, quoi. D'accord. Et voilà, donc coup, je rends la parole à Fabien. Ouais, et c'est vrai que Vivien montre aussi un point essentiel du jeu, que tu sens vraiment que t'as un compteur d'énergie, tu vois, personnel. C'est-à-dire que tu sais que tu vas pouvoir imaginer un nombre fini de trucs et qu'une fois que ce sera fini, il faut que d'une manière ou d'une autre, tu passes à autre chose. À tel point qu'à la fin, on s'est dit avec Vivien, on n'a pas joué très longtemps, peut-être qu'on n'a pas vraiment rendu hommage au jeu, on va peut-être jouer une 3e et une 4e partie. Puis là, et en fait, on s'est regardé, on s'est dit non mais on est trop crevé, quoi, on peut pas. Tu vois, c'est intéressant parce que, donc je pense, un truc là que tu soulèves par rapport aux parties que j'ai faites moi, c'est que déjà il y a une très grande diversité d'expériences. Parce que de mon côté, j'ai aucun problème, c'est très fluide en fait quand je joue à la clé des nuages, et je peux jouer 2-3 heures en fait d'affilée, quoi. La vache. Et c'est fluide, il n'y a aucun problème. C'est Valentin. Avec d'autres, ce que je veux dire, je joue pas tout seul. D'accord. Mais tu joues avec des gens qui ont l'habitude du jeu en performance alors ou Non, pas spécialement. D'accord. Okay. En fait, je pense que ça, j'ai jamais en parlé. Je pense que la clé des nuages, en fait, le jeu donc déjà est extrêmement ambitieux dans ce qu'il envisage de faire. Ouais. C'est complètement, c'est assez fou quoi comme projet. C'est pas un jeu, je dirais, dans lequel toutes les règles vont t'amener naturellement à faire émerger ce que le jeu propose de faire. Ouais. Il faut mettre un peu d'huile de coude et il y a un peu de culture de jeu derrière nécessaire pour pouvoir faire fonctionner le jeu. Culture du jeu ou culture de jeu en général? Culture de jeu. J'entends par là, en fait, il y a une manière de jouer à la clé des nuages qui facilite une expérience de jeu satisfaisante. Okay. Mais après, Félix vous dirait que quelle que soit la manière dont tu interprètes les règles et tu joues, tout est OK. Est-ce que tu dirais que pour jouer à la clé du nuage, il faudrait d'abord avoir joué à tel jeu? Parce que c'est un peu en sous-texte que tu dis là, c'est-à-dire qu'il y a comme une espèce de culture de certains jeux à voir. Alors en fait, c'est pas qu'une culture de jeu. Parce que là, par exemple, tu es dans un ordre d'idée dans lequel tu te dis quelle est la liste des jeux qui me permettent de me construire, etc. Mais en fait, la culture à laquelle je pense, c'est celle du jeu en performance notamment. D'accord. Mais aussi un petit peu une culture qui s'intéresse aux symboles dans les fictions, d'une certaine manière. Et c'est pas tant un ensemble de jeux qu'une pratique culturelle. Au sens de avec qui tu as appris à jouer, avec qui est-ce que tu joues en général, et quelles sont, si tu veux, les habitudes de jeu que tu as. Et ça, c'est pas si dépendant que ça du jeu. Après, donc ça dépend de ta tradition rôliste, en fait. Tradition rôliste, ce que j'appelle culture de jeu, c'est ce que tu appelles probablement tradition rôliste. D'accord, okay. Je crains que la chose soit... la chose me paraît un peu floue, en fait. C'est ça le problème, c'est qu'une fois qu'on a dit ça... Je sais pas si c'est possible en fait que tu ailles vers du concret, tu vois. Le problème c'est que t'as pas assisté à notre partie vraiment, donc t'as pas les détails de qu'est-ce qu'on a dit, tu vois. Peut-être que ça pourrait résider là-dessus, peut-être que soit on se mettait trop de pression
peut-être, tu vois, et peut-être qu'en progressant vraiment plus petit à petit, avec vraiment des obstacles où on fait pas des trucs de fou. Bon, ça n'a pas été le cas au début, quoi. C'était il y a la rouille, donc la porte elle est rouillée, donc elle est fermée. Du coup, il n'y a pas de porte en bas de la tour, faut trouver un moyen pour rentrer dedans quand même. C'est ça, quoi. Là, je touche mon tatouage, j'explose la porte, c'est cool, et hop, on continue. Peut-être qu'il y a de ça aussi, je ne sais pas. C'est vraiment une question là, du coup, que je me pose par rapport à ce que tu dis. Est-ce que ça recoupe finalement culture du jeu en performance, quoi. Mais en fait, c'est juste que cette culture particulière facilite une expérience qui est proche de celle de Félix, quoi. Okay. Je dirais. Ouais, mais tu vois, on est encore. J'arrive pas du tout à savoir ce que ça désigne. En fait. Mais en fait, je peux pas t'en parler comme ça. Il faudrait jouer ensemble beaucoup, éventuellement, pour arriver à cerner ça. C'est un peu comme l'OSR, tu vois. Mais tu vois, en fait, la question que ça me fait me poser, et peut-être que je suis complètement à côté, c'est soit on s'est trop pris la tête et du coup on s'est fatigué trop vite. Ça pourrait être une solution. Soit on pratique pas assez ça. Et en fait, ce qu'on a fait, on pourrait le faire en dépensant moins d'énergie, on va dire, d'imagination, parce qu'à force de le faire, c'est des trucs qui viendraient plus naturellement. Par exemple, je pense qu'il y a une règle importante, c'est que l'enjeu de la partie, c'est de créer du sens. C'est pas nécessairement de créer des choses jolies à un instant donné. Donc en fait, on peut progresser, et la résistance en fait du jeu, c'est ça que je trouve, c'est une des choses que je trouve assez ouf, c'est la résistance du jeu, c'est d'arriver à créer du sens avec ce qui se passe. La manière dont ça se passe au cours de la partie. Donc, pas forcément essayer de créer des choses belles, tu vois, mais arriver à créer du sens avec les symboles. C'est ça l'enjeu principal. Je reviendrai là-dessus. Fabien. Je reviendrai là-dessus parce que je voudrais terminer avec ces histoires de conseils, mais je pense que ça, c'est un truc sur lequel il faudrait qu'on arrive à comprendre ce que ça signifie. Quel est le sens, qu'est-ce que ça signifie créer du sens, tu vois. Ouais. Valentin fait. Ouais, non, c'est. Donc, je reviens sur savourer son obstacle concret. Donc savourer son obstacle concret, moi mon premier conseil, enfin en tout cas le premier truc que j'essaierai de faire plus les fois suivantes, c'est d'avoir des obstacles simples et puis ne pas essayer ça c'est le deuxième truc, à zoomer, tu vois. C'est-à-dire que à ne pas se débarrasser de l'obstacle trop vite et à prendre le temps de comprendre ce qu'il y a. Détailler l'obstacle. Zoomer. Mais ce qui me dérange un peu. J'ai du mal à comprendre ce que tu veux dire par zoomer, Fabien. Zoomer, c'est pas toi qui avais écrit un article qui s'appelait Réifier, dévérifier. Détailler, donc détailler l'obstacle. Non, mais voilà, l'exemple, à mon avis, le plus probant, c'est la première partie, quoi. C'est Fabien me décrit un obstacle avec des marches qui sont des pièces et une infinité. Et moi, je prends le vent et je zappe toutes les pièces, tous les machins, et là c'est du dézoomage puissance 1000, quoi. Ouais. Okay. Mais en même temps, ça renvoie effectivement directement à cette question d'épuisement, parce que comme c'est plus ou moins moi qui dis, ben voilà ce que je m'attends à trouver comme, tu vois, enfin, je suis obligé d'inventer mon propre obstacle tout le temps, et je trouve ça assez. Moi, je reste, enfin bon. Évidemment, je parle depuis mon paradigme, on l'aura compris, mais c'est quelque chose qui continue à m'être difficile. Donc on est d'accord que là, en sous-texte, tu parles du paradoxe de Cheguet, enfin du principe de Cheguet. Oui, c'est-à-dire que tu te crées toi-même ton propre obstacle tout en le résolvant en même temps, et du coup... Plus ou moins, ouais. Le princit dit, et en général, on s'ennuie un peu. Ici, c'est un tout petit peu plus complexe quand même, parce qu'il y a un moment où Vivien dit ah oui, mais l'obstacle, voilà quelle est l'énigme que tu dois surmonter. Vas-y, Valentin. Ce qui est aussi très intéressant avec le jeu, c'est qu'il est livré avec des articles de théorie assez poussés de la part de Félix. Il est livré d'ailleurs. Il est publié comment ? Comment est-ce qu'on peut y accéder ? Il est en libre accès sur le site Ristretto Revenant. D'accord. C'est voilà. Pas très podcastique. Je suis pas sûr que les auditeurs avec ce titre puissent trouver le truc. Mais s'ils tapent le nom du jeu, j'imagine qu'ils trouvent rapidement. Bien, ils vont sur Courant Alternatif et ils envoient un petit mail à Félix. Ouais, c'est ça, tout à fait. Et donc, tu dis, il est livré avec des articles théoriques, c'est-à-dire ? Ouais. Alors, c'est-à-dire qu'en fait, sur le blog de Félix, tu as une série d'articles en fait. Donc, tu en as 2 sur ce qu'il appelle le jeu symboliste, et 2 sur la clé des nuages en particulier, dans lesquels il va détailler ce qu'il recherche, la manière dont il a procédé pour créer finalement les mécaniques, comment est-ce qu'on peut arriver à faire du jeu symboliste avec la clé des nuages, etc. Ouais. Donc il détaille tout ça, ce qui est très intéressant, et notamment il parle du principe de Cheguet, et il utilise le terme de synesthésie maelstromique.
Attention. Attention. Là, la fusion. It's over 9000. Je pense que c'est un peu un troll quand même. Voilà. Oui, en fait, mais pas vraiment. Voilà pourquoi. L'idée, c'est que tu dis, tu crées ton propre obstacle. Mais je pense qu'il y a un truc important à dire vraiment pour que le jeu fonctionne bien, c'est que l'obstacle, c'est pas d'entrer dans la tour, c'est pas d'arriver au bout de sa quête en alignant comme ça les étapes et en faisant de la magie. L'obstacle, c'est de créer du sens. Donc voilà, encore une fois, qu'est-ce que ça veut dire ? D'arriver à interpréter, à trouver une interprétation satisfaisante de l'utilisation des symboles et de la symbolique de la partie. Voilà, c'est ça le problème, l'obstacle, l'enjeu de la partie. Donc en fait, c'est pas résoudre et ouvrir la porte, l'enjeu, c'est arriver à interpréter de manière satisfaisante les symboles. Donc tu veux dire que le principe de la quête, quoi, Pardon, excuse-moi. Pardon, c'est moi qui t'ai coupé. Vas-y. Non, vas-y. Juste le principe de la quête où le chemin compte plus que l'arrivée, quoi. Ouais, tout à fait, ouais. Et exactement. donc ce que je voulais dire, c'est tu veux dire que Fabien s'est trompé de jeu en fait. C'est qu'il a fixé les enjeux ludiques sur le fait de résoudre des problèmes, alors qu'en fait il aurait dû fixer son attention sur le fait de donner du sens et donc d'essayer de trouver une manière de donner du sens à la résolution des obstacles et à la partie. On pourrait dire si Fabien, si tu t'es ennuyé, c'est parce que tu t'es axé sur la résolution. Alors des je me suis pas ennuyé. Hein. Non, mais par rapport au principe de Shege, je veux dire. Là en l'occurrence, ce qui pose problème, c'est plutôt que je suis épuisé. Oui, on en a chié, c'est pas pareil. Mais il y avait des moments qui étaient vachement agréables et qui étaient beaux, tu vois. Enfin, simplement, là, ce qui est compliqué, c'est que tu vois, tu me dis, le but du jeu, c'est de créer du sens et tout. J'arrive pas à voir comment c'est dans les règles, ça, tu vois. Ouais, et je suis désolé, je comprends bien que, oui, voilà, joueuse does matter et des choses comme ça. C'est-à-dire qu'il faut pas tout le temps être obsédé par les règles, j'entends bien. Mais à un moment, j'ai quand même besoin de me reposer sur quelque chose. Et je peux pas imaginer un truc qui ne m'a jamais été transmis. D'où l'intérêt aussi, par exemple, de lire les articles de théorie qui sont... En fait, ils font un système, j'ai l'impression, ces articles. Écoute, en ce qui me concerne, c'est une évidence, c'est-à-dire qu'en ayant beaucoup discuté avec Félix et en ayant lu ces articles, mon expérience du jeu est différente, quoi. Ouais, vraiment très différente. Mais tu sais que quand j'ai lu l'article Jouer en performance, je me suis posé la question, je me suis dit, mais en fait, cet article, il fait système. C'est-à-dire que tous les gens qui font des jeux et qui l'inscrivent de fait dans le cadre de la discussion sur le jeu en performance doivent du coup se référer à cet article pour savoir comment y jouer. Et donc en fait, tu vois... Et ça, je trouve ça vraiment super intéressant ce qu'on dit là, parce que c'est une utilisation que je trouve très saine et très riche de la théorie. Parce que en 10 ans de cellules et de tout ce qu'on a pu faire, qu'est-ce qu'on a pu entendre de fois où on nous dit ah oui non mais la théorie ça sert à rien, le jargon c'est de la merde, vous êtes élitiste, vous êtes intello, vous êtes on pourrait recouvrir les murs de cette pièce avec ce genre avec un seul mail. Je pourrais recouvrir le mur de cette paye avec un seul mail d'insulte, sans ponctuation, sans entrée à la ligne, etc. Ah, d'accord. Une fois, j'ai reçu une logorée d'un mail en fait qui faisait, je sais plus combien de pages, que je n'ai pas lu intégralement, mais quand même parfois je m'amuse. C'est genre un espèce de mantra ou poème. Enfin, ça pourrait être poésie presque. Ouais, presque quoi. D'insultes en fait en continu. Un mec qui nous insulte en continu, sans ponctuation, sans aller à la ligne, et qui dit juste des insultes dans un mail extrêmement c'est ouf. C'est situationniste que c'est. C'est incroyable. C'était incroyable. Je pense que ce mur suffit. Enfin ouais, c'était incroyable. Bref, on l'a beaucoup entendu. Exactement. Mais ça, tu vois, je trouve que c'est vraiment intéressant comme utilisation de la théorie parce que une chose que j'aime beaucoup répéter depuis quelques années maintenant, c'est que quand on parle de théorie, on ne parle pas de théorie au sens scientifique. C'est-à-dire que ce n'est pas une théorie dont le but c'est de décrire la réalité et puis d'être en quelque sorte, ou un certain type de réalité. Et puis de s'asseoir sur sa théorie en disant je domine ma réalité.